7 août 1949. Le conseil de direction du RPF prend position, dans un communiqué rédigé par le général de Gaulle, sur la création du Conseil de l'Europe. Communiqué. En présence de la situation politique, économique, stratégique de l'Europe et du monde, le Rassemblement du peuple français a toujours affirmé que l'unité de l'Europe libre était nécessaire et urgente. Il l'affirme aujourd'hui plus formellement encore. Tandis que la guerre et ses suites n'ont fait qu'aggraver la dislocation de l'Europe, des faux-semblants, artificieusement édifiés, pourraient donner à croire que, déjà, quelque chose de valable a été accompli en faveur de l'unité. Ce n'est pas vrai. Tout reste à faire et il faut le faire. Or, pendant que l'Occident demeure dans sa confusion, l'Union soviétique s'avance, détruisant tous les obstacles et organisant peu à peu, en dépit d'échecs partiels, l'ensemble de l'Europe orientale en une communauté économique et stratégique. Dès lors, le choix n'est plus entre le statu quo et l'unité européenne. Si l'unité n'est pas réalisée par les peuples libres, elle leur sera tôt ou tard imposée par les maîtres de ceux qui ne le sont plus. Malgré les retards, malgré l'impossibilité où se trouve l'Europe libre de résoudre seule les problèmes économiques et stratégiques qui lui sont posés et l'obligation de considérer ces problèmes à l'échelle atlantique, malgré l'élément contradictoire que constitue la situation particulière de la Grande-Bretagne, sollicitée par ses intérêts extra-européens, l'Europe possède les éléments nécessaires à son unité. Aucune région du monde ne groupe sur un espace plus concentré une population dont la densité s'accompagne d'un tel niveau de culture, d'une aussi grande aptitude à l'invention, d'une capacité de production agricole relativement aussi grande et aussi variée, au milieu de bassins miniers et industriels dont l'importance ne le cède qu'à ceux des États-Unis d'Amérique. Dès le 18 mars 1944, à Alger, le président du gouvernement provisoire de la République française déclarait « Un groupement occidental, prolongé par l'Afrique, et dont la Manche, le Rhin, la Méditerranée seraient comme les artères, paraît pouvoir constituer un centre capital dans une organisation mondiale des productions, des échanges et de la sécurité. » En même temps, il faisait connaître que le gouvernement français était disposé à entreprendre immédiatement, en commun avec les autres États intéressés, les études et négociations nécessaires. Les négociations commencèrent. Comme elles s'enlisaient sous l'action de certaines influences extérieures, le général de Gaulle, de rechef, déclarait le 20 septembre 1945, au lendemain de la victoire et à la veille de la première réunion des ministres des Affaires étrangères à Londres, « La totalité de l'Europe occidentale possède des moyens essentiels d'existence en quantité suffisante pour former un ensemble économique. Cet ensemble ne serait pas en mesure de se satisfaire entièrement lui-même, mais il n'aurait pas moins de possibilités que les autres masses économiques du monde, en face desquelles il ne se trouverait pas en position d'infériorité. La Hollande, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne occidentale, normalement la péninsule ibérique, d'autres pays encore, tendent naturellement à une coopération économique et culturelle avec la France et l'Angleterre. Si ce facteur historique traditionnel était négligé, ce serait une source d'inquiétude en Europe. Au contraire, sa réalisation contribuerait à une organisation constructive de l'ensemble du continent et, pour cela, devrait être considérée par tous avec faveur. Mais, 4 mois après, la France baissait la voix. La subordination de sa politique extérieure commençait. Quand, le 5 juin 1947, le général Marshall déclarait que, si l'aide doit venir de l'Amérique, l'initiative du programme de redressement doit venir de l'Europe, quand l'URSS décidait,
le 2 juillet 1947, de rester à l'écart du plan Marshall et d'entraîner dans son abstention ses satellites obligés, quand la coupure entre l'Est et l'Ouest se produisait à Londres en décembre 1947, les représentants de la France, trompant l'attente générale, gardaient le silence. C'est alors l'Angleterre qui prit la parole et parut vouloir donner le départ à l'œuvre de construction de l'Europe. Mais elle ne lui offrit que la base irréelle et étriquée du traité de Dunkerque. Sans doute, le grand éclair de Prague amenait-il, quelques mois après, la conclusion du pacte de Bruxelles. Mais il n'y avait là rien qui ressemblât à une fédération. Depuis, on a pu assister à la création d'une série de fictions, plus ou moins décoratives, entre lesquelles s'éparpillent et se perdent les possibilités constructives. Conseil consultatif des 5, Conseil européen des ministres de la Défense nationale et Comité militaire permanent de Londres. Comités économiques, sociaux et culturels relevant du système de Bruxelles. Organisme européen de coopération économique et comité restreint des 8. Et voici qu'est maintenant décidée l'organisation d'un Conseil de l'Europe. La nouvelle création mettra-t-elle fin à l'éparpillement ? Nullement. En effet, l'article 1er de son statut porte que la participation des membres aux travaux du Conseil ne doit pas altérer leur contribution à l'œuvre des autres organisations ou comités internationaux auxquels ils sont partis, et que les questions relatives à la défense nationale ne sont pas de la compétence du Conseil de l'Europe. Ainsi, sur les plans économiques et stratégiques, c'est-à-dire ceux sur lesquels l'unification est la plus nécessaire, le Conseil de l'Europe ne sera qu'une fiction de plus. Pour ce qui lui reste d'attribution, le Conseil sera-t-il du moins doté des possibilités d'action qui manquent aux autres organismes européens ? En aucune manière. Outre qu'au Conseil de l'Europe, la majorité simple n'est admise que pour les questions de procédure, la majorité des 2/3 étant requise pour d'autres et l'unanimité des voix exprimées étant exigée pour les affaires essentielles, le Comité des ministres des Affaires étrangères n'a pas d'autres attributions que celles d'une conférence d'ambassadeurs. A fortiori, l'Assemblée consultative ne comporte-t-elle aucune réalité politique, puisqu'elle n'a aucun pouvoir de décision. Surtout, sa composition ne présente qu'un rapport très lointain avec les réalités de l'opinion européenne. En particulier, la composition de la délégation française, essentiellement formée par les représentants de partis en pleine liquidation dans le pays, comme l'ont prouvé les plus récentes consultations électorales, est proprement dérisoire. Pour que l'unité européenne devienne une réalité vivante, et non plus un sujet international de dissertation ou un vain et coûteux ensemble de comités, il faut qu'elle procède directement d'un grand mouvement populaire et de la volonté exprimée par les masses de l'Europe libre. Le premier acte de sa création doit être un référendum au suffrage universel, organisé à la fois dans tous les pays intéressés, et par lequel les peuples eux-mêmes décideront d'abord de s'unir et donneront ensuite à un organisme constituant, formé des délégations de toutes les nations, le mandat d'organiser la Confédération européenne. Ainsi sera donné le branle aux réalisations nécessaires, d'autant que le référendum imposera à l'organisme constituant l'obligation de faire ratifier par une nouvelle consultation populaire et dans un délai fixé les institutions confédérales. D'autre part, si, comme tout permet de l'espérer, la réponse des peuples est favorable à l'unité, cet acte de souveraineté démocratique accomplit simultanément, pour la première fois dans l'histoire et dans de très graves circonstances, par tous les citoyens libres d'Europe, manifestera leur solidarité d'une manière à la fois pratique et solennelle. Il peut y avoir là un fait d'une immense portée. L'unité prendrait, d'abord, la forme d'une confédération. Ainsi, chaque État garderait-il sa souveraineté,
sauf dans les domaines que les nations attribueraient à la communauté pour qu'y soit réalisée l'unification. Ces domaines devraient être, pour une première période, la défense terrestre, navale, aérienne, de tous les territoires des peuples confédérés, l'ajustement des productions nationales et des échanges extérieurs, la monnaie, la mise en valeur de certaines ressources dans les territoires d'outre-mer, le développement culturel et scientifique. Mais c'est à la France, voisine directe de presque tous les pays de l'Europe occidentale, riveraine de toutes les mers qui la baignent, centre de toutes les voies de communication qui la desservent en la liant à l'Afrique, directement associée au tiers des territoires du continent africain, partie à toutes les activités qui ont de tout temps animé le vieux monde, c'est à la France que revient d'être l'animatrice de l'unité européenne. Qui ne voit qu'elle ne saurait l'être aussi longtemps que son propre régime se traînera dans l'impuissance et que ses pouvoirs publics, juxtaposant des partis en déclin, ne procéderont que d'une minorité nationale? Au contraire, le peuple français, rassemblé et conduit par un État digne de ce nom, pour effrayer la voie, appeler à l'y rejoindre les autres peuples libres de l'Europe, entretenir l'espérance chez ceux qui ne le sont plus. Aider au salut de l'Europe en aidant à son unité, mais d'abord regrouper et rénover la nation française, voilà les grands buts que poursuivent, à travers tous les obstacles, le général de Gaulle et le rassemblement du peuple français. Ils demandent aux Français de les suivre, aux Européens de les écouter.